Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour la PDC et pour vous souhaiter une excellente année 2021. On a choisi un superbe projet puisque c'est celui de mon voisin à Dordives, Florian Renucci. Florian, bonjour. Bonjour Denis. Merci de nous accueillir. Florian a acquis en 2015 ce château et moi j'ai acquis avec mon épouse Florence, que vous connaissez, le moulin du château sur cette même année. Et nous sommes ravis de vous accueillir, et quoi de mieux pour se projeter dans cette année 2021 et les années suivantes que de visiter ce projet, le projet d'une vie, celui de Florian, et vous verrez les similitudes qu'il a entre sa vie professionnelle qu'il occupe à Guédelon et le projet de reconstruire ce fameux château qui nous sert de toile de fond aujourd'hui. Florian, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton parcours et effectivement le cadre dans lequel tu as la gentillesse de nous accueillir, et puis Guédelon qui servira de toile de fond à notre exposé. Voilà, pour le dire de manière synthétique, moi je fais un métier passion, donc qui est la construction d'un château fort du XIIIe siècle. Et eh bien, par choix, je suis arrivé à faire d'une passion un métier. Donc c'est un peu pour moi la suite de Guédelon. Eh bien, c'était d'essayer de sauver et pas reconstruire, parce qu'il y a déjà, on va le voir, beaucoup d'élévations, mais étudier et cristalliser la ruine pour pouvoir proposer une restauration, donc faire des restitutions sur le château de Mai-le-Maréchal, grâce à la culture, on va dire, de construction et d'histoire que j'ai pu avoir avec Guédelon. Voilà, c'est une manière de boucler la boucle. Florian, merci. Nous sommes ici, pour préciser, à Dordives, c'est à une centaine de kilomètres de Paris, et après la belle forêt de Fontainebleau. Peut-être peux-tu nous préciser, tout le monde, alors je sais que Guédelon c'est le premier site visité de Bourgogne, je sais le nombre d'émissions que tu as pu produire, notamment sur France 5, sur RMC Découverte, et l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour les châteaux forts auprès des jeunes et des moins jeunes. Ce qu'est Guédelon. Guédelon, c'est la construction d'un château fort du XIIIe siècle avec les moyens de l'époque, par une équipe de salariés depuis 23 ans maintenant. Guédelon est dans l'Yonne, à 1h30 de Paris, entre Auxerre et Cosne-sur-Loire. Et le chantier donc se visite du mois d'avril au début novembre, et donc depuis 23 ans, les visiteurs, avec l'entrée payante du site, font vivre ce projet qui devient une réalité. L'idée et le concept de Guédelon, c'est c'est de traverser les couloirs du temps, autrement que par un film, autrement que par une pièce de théâtre. C'est quasiment en projetant les visiteurs dans un monument en gestation, avec des artisans, il y a plus de 12 métiers représentés, qui construisent avec les techniques de l'époque, mais avec les matériaux de l'époque. Sur 15 hectares, en fait, Guédelon, c'est la transformation en direct des filières de la pierre, du bois et de la terre qui se transforment en château fort. Alors, c'est toute une histoire avec effectivement un critère scientifique qui nous permet d'être sûr de proposer une bonne vision du XIIIe siècle. Alors, Florian, moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse se transporter à l'intérieur du château, et puis qu'on puisse échanger effectivement autour des valeurs humaines. Tu sais, l'association, la PDC, est une association dont la base, l'objet social est la promotion de la comptabilité. On verra que ce projet valorise également cette technique ancestrale, et qui a été rudement utile, je crois, dans la construction et l'ingénierie de ton projet. Bon, allez Florian, tu nous fais rentrer. Oui, regarde. Dans ce petit bijou du Loiret. Donc là, on a commencé des consolidations, et surtout avec l'association Les Amis du Mai, une étude archéologique complète, qu'on est en train de rédiger, et qui fera l'objet du deuxième rapport,
le 2020. Toujours impressionnant de rentrer chez toi. Hein. Ah ben, c'est bien proportionné. Porte de l'histoire. Et alors, je ne sais pas si c'est voulu, mais on a 60 mètres par 60 mètres. On entre dans un carré. C'est la force de la géométrie au service des bâtiments. Et d'ailleurs, il y a un écho. En fait, on change, le son change dès qu'on est dans la cour. Le donjon, voilà, qui n'a pas changé. Heureusement, il n'y a pas trop de pierres qui sont tombées. Je touche du bois. Voilà, nous voici face au donjon et au projet d'une vie, hein, Florian. Oui, parce que chacun mesure les ampleurs. quand on va attaquer l'étude et les travaux sur le donjon, ça va être quelque chose. Hein, parce qu'il a à peu près 15 mètres de hauteur, avec évidemment son état de ruine. Mais heureusement, la ruine ne date pas d'hier. Il est déjà dans le même état sur des cartes postales 1900 et il est déjà cité comme ruiné au XVIe siècle. Donc voilà, ça, pas d'affolement. On aura le temps de consolider tout ça. Alors la dimension, Florian, entre la dimension économique, militaire et civile d'un château, l'œuvre sociale du château dans sa région. D'ailleurs, peut-être préciser également qu'avant ce château, c'était également un camp romain. Donc le lieu n'est vraiment pas étranger à son implantation. Oui, alors les lieux de pouvoir de l'époque médiévale, ils se plaçaient précisément sur des lieux qui étaient connotés et où on avait des domus, donc des lieux de pouvoir antiques, romains évidemment, ou gallo-romains. C'est le cas ici, puisque Dordives est une ville romaine et on est sur la voie romaine qui passe quasiment devant nous là, d'ailleurs entre nos deux maisons, extraordinaire. Florian, elle va de Sens à Orléans et elle passe, elle nous relie. Exactement, donc c'est par essence un pôle économique. Un château va gérer effectivement un pouvoir administratif, militaire, mais va permettre l'essor d'une région et utiliser les richesses en bois, en pêcherie, en transport. Un château, c'est aussi des droits de douane. Donc heureusement, on a pour comprendre la vie sociale liée au château, il y a bien sûr les murs présents partout dans les vestiges, mais il y a surtout les textes qui parlent des châteaux. Et il faut toujours mettre le texte historique en rapport avec les ruines et les châteaux en élévation. Alors un château, c'est aussi bien sûr la protection des habitants. Dans les périodes de pandémie, ce sont des espaces en fait qui arrivent à vivre de manière autarcique, autonome. Donc dans des moments, tiens, un peu comme aujourd'hui là, où il faut minimiser les contacts, où il y a de la distanciation sociale, et le château vivait sur son domaine et pouvait essayer voilà, de passer à travers les gouttes. À l'époque de la peste de 1348, c'était le cas, et à d'autres époques aussi. Voilà, les châteaux, c'est à la fois une organisation du territoire et aussi la protection. Alors la protection des notables, mais aussi la protection des richesses et des paysans locaux. Florian. Bien sûr, c'est toute l'organisation en fait, et c'est surtout le système des règles qui vont s'appliquer au bois, au droit de package. Les villageois ont des animaux, donc il va y avoir des espaces réservés pour qu'ils puissent glander si c'est des cochons. Il y a des bois qui sont des bois de réserve où il ne faut absolument pas y toucher. Il n'y a pas de pétrole au XIIIe siècle. L'énergie médiévale jusqu'au quasiment 19e siècle, c'est le bois. Donc si un paysan se met à ramasser même du bois mort sur les bois de réserve du château, le pauvre, il se fait allumer. Pareil, l'autre richesse, c'est le monopole qu'avaient les seigneurs, donc aussi bien châtelains que abbés dans des abbayes, c'était la transformation des céréales, de l'avoine, du blé par les moulins. Le moulin est par excellence la propriété seigneuriale. Et donc ça permettait, suivant l'investissement qu'il y avait dans la qualité des meules de pierre, et il y a des meules justement qui préservent la population parce que la pierre est tellement belle, tellement fine, c'est la pierre de la Ferté-sous-Jouarre, c'est les pierres de ce coin-là. C'était plus cher, mais c'était un investissement
pour les abbés, pour les seigneurs. La population payait une redevance, donc ce qu'on appelle le droit de ban. Donc ils allaient au moulin seigneurial pour moudre, mais il fallait, en utilisant le moulin seigneurial, eh bien, redonner de la farine, évidemment. C'est une taxe de prélèvement direct, mais c'est aussi un levier d'essor, car dans des régions où les seigneurs n'investissent pas dans les bonnes qualités de pierre, ce sont des pierres qui vont laisser des morceaux de sable, les paysans, et ça l'archéologie nous le montre, vont s'user les dents sur du pain mal moulu, et donc ils vont mourir avant l'heure et toute la région en sera impactée. Donc c'est assez extraordinaire, on a ce rapport où effectivement au Moyen-Âge, les châteaux sont des leviers économiques. Et c'est un lieu également, une période où il y a eu la guerre de 100 ans. Est-ce que ce château a dû souffrir les assauts des Anglais ? Eh bien oui, on est au 1427, les armées anglaises sont repoussées de Montargis, alors il y a toute une histoire là-dessus, par la population qui fait comme en 2016, elle lève les vannes, elle inonde la plaine qui était le camp anglais et donc ils sont obligés en débandade de remonter vers le nord. Par contre en 1428-29, ils prennent Châtellondon et on pense que le May est pris et qu'il a été donc charpente incendié et que son état de ruine date de cette époque, à tel point que on a des exemples en fait d'archères, alors pas sur cette tour mais des archères de tir, c'est la fente de tir pour tirer à l'arc, elles sont recreusées avec des ronds pour les équiper au canon à poudre. Ah, au canon à poudre. Donc il a servi au XVe siècle et après il n'a pas été relevé, donc il est resté une ferme royale, ce qui explique son état. Mais c'est passionnant parce que on a peut-être en sous-sol des morceaux de canon, des morceaux d'armure. J'en dis pas trop parce que oui, le trésor du château, c'est l'archéologie. C'est l'empilement des âges qui se trouvent à travers les objets qui ont été laissés, qui sont aujourd'hui enfouis. L'archéologie remonte le temps, l'archéologue remonte le temps par la stratigraphie, par la compréhension de ce qui a été déposé. Ça, c'est également une forme de comptabilité, Florian, mais on y reviendra plus tard. Eh bien, maintenant, nous sommes dans le cadre de l'habitation de Florian, au quotidien, puisque Florian, maintenant, est résident de son château, et nous sommes au premier étage, et vous voyez en perspective, derrière le donjon, qui apparaît là, et donc nous sommes aujourd'hui au premier étage, actuellement au premier étage du bâtiment d'habitation de Florian. Le donjon qui est plus ancien. Il a été le premier château du May, puisque voilà, il y a deux époques. C'est ça qui est assez magique ici, c'est que à une maison noble d'habitation de la fin du XIIe siècle a succédé un gros château. Alors ces châteaux-là, c'est le lien avec Guédelon, parce qu'à Guédelon, on construit un château du XIIIe siècle. Du milieu du XIIIe siècle, de l'époque de Saint-Louis. Mais c'est un château dit philippien, pourquoi ? Parce que c'est le roi Philippe Auguste qui va construire à Paris, tout le monde connaît, le Louvre. Eh bien, le musée du Louvre, il a pour origine le château fort du Louvre qu'on peut trouver et visiter sous la pyramide. Ce qui est magique ici, au château du May, c'est que c'est la première esquisse de ce qui deviendra l'architecture royale française, l'architecture philippienne. Il est construit peut-être un peu avant le Louvre, et il y a déjà tout. Un château sur cour, des tours à chaque angle, surtout des tours qui sont équipées d'archères. Donc on tire avec arbalète ou arc à travers les archères, et on a sur 3 niveaux. Et la porte d'entrée du château, on l'a vu tout à l'heure, elle se fait par un passage entre 2 tours, ce qui est un changement radical par rapport aux versions d'avant, les tours carrées de Morée du XIIe siècle. Bref, le château du May est une innovation construite par le maréchal Henri Clément, l'homme militaire de Philippe Auguste. Château philippien, moi, finalement, avec Guédelon, qu'est-ce qui nous permet de construire à Guédelon ? Eh bien, on reproduit un château philippien, donc c'est ce style qui va être reproduit pendant tout le XIIIe siècle, et donc c'est un château qui a une porte entre 2 tours à Guédelon, un plan qui est pas forcément,
un carré, c'est plutôt, c'est un peu un trapèze, car ce qui compte, c'est d'avoir des châteaux géométriques, mais pas forcément réguliers. Et on a le même principe de chemin de ronde avec mur parapet crénelé, des tours aux angles, un très beau logis à Guédelon, et donc on a tous les ingrédients formels pour construire un château du milieu du XIIIe siècle. Alors Florian, ce qui m'intéresse, on voit bien le rôle de Philippe Auguste, des hommes illustres dans la vie et dans la construction de ces châteaux, et encore à Guédelon. Tu nous as dit que ton château était classé ici à Dordives en ruine dès le XVIe siècle, et tu es le premier à reprendre le flambeau. Alors nous en comptabilité, on connaît l'exploitation et on connaît le bilan, hein, ces deux notions. Moi, le moulin, je l'ai clairement acquis dans le cadre d'une exploitation pour la qualité de vie, etc. Toi, c'est un autre horizon, une autre optique. Autant au Mai qu'à Guédelon, c'est avec un horizon qui, je l'espère pas, mais dépassera sans doute ton horizon de vie sur Terre au moins. Quelles sont les motivations? Quelle est la genèse de ces projets fous de construire pour le futur, pour le patrimoine, pour le capital et le bilan finalement? Guédelon, puisqu'on parle de Guédelon, construire pour comprendre, eh bien, ça s'est jamais fait. C'est le fait de dérouler un concept, de construire un monument en direct et de financer la construction de Guédelon par les visites. C'est aussi une transgression, c'est pousser la porte du chantier interdit au public et intéresser les visiteurs par la culture, mais la culture technique. Et oui, la culture technique, c'est peut-être la grande oubliée peut-être de notre patrimoine, où bien sûr on visite les châteaux, les musées, mais qui connaît vraiment les innovations et qui s'intéresse à l'artisanat, donc au fait de savoir en combien de temps on taille une pierre, d'où viennent les pierres, d'où vient le sable, comment sont faites les tuiles, ça fait partie, c'est la chair du patrimoine. Le Mont-Saint-Michel, c'est un mélange de mortiers, ce sont des tracés d'architecture, mais c'est aussi des moines qui vont tailler les pierres, mais aussi des équipes laïques. Comment est organisé le chantier? Toutes ces questions-là sont à l'origine de tout patrimoine. Guédelon a posé la question quelle est la chair d'un monument et sous quel angle, et à Guédelon on a choisi que ce soit les artisans, donc tailleurs de pierre, carriers, maçons. Du côté du bois, c'est bûcherons, équarrisseur, charpentier. Équarrisseur, c'est le charpentier qui va à la hache transformer en fait un tronc d'arbre, une grume, en pièces de charpente. Ça se fait pas à la machine. Ensuite, on a des matériaux. Je crois qu'à Guédelon, vous faites règle de n'utiliser que l'énergie de l'époque, c'est-à-dire la courroie de cuir pour transmettre l'énergie et la force la force des bras et de l'intellect, puisque comme tu me le dis souvent, on peut pas être pour travailler à Guédelon, faut d'abord être intellectuel avant d'être manuel. Pour réfléchir. Bien sûr, et parce que ce qui est manuel est forcément c'est un savoir-faire. Un savoir-faire, c'est-à-dire que c'est une pensée technique qui passe par la main, mais derrière la main, il y a des personnes qui sont exactement comme le coup d'archet d'un violoniste ou un artiste ou quelqu'un qui fait au Japon les estampes et un artisan qui maîtrise son art, eh bien, ce sont des milliers de gestes qu'il a répétés et une précision millimétrique de son coup d'outil. Donc, c'est la maîtrise complète de ces outils manuels au service d'une production. C'est-à-dire qu'on va retrouver... alors, dans les premiers temps, les premières années, on s'est cherché. Il fallait se former. On était tous... alors, moi, je suis universitaire, époque Einstein, mais après je suis passé par licence histoire de l'art, philo, bien évidemment, philosophie, maîtrise. Et après moi j'ai refait, comme il faut deux jambes, j'ai une jambe plutôt intello, et l'autre, j'en avais absolument besoin, culture familiale, mes parents artistes, mon père architecte, j'avais besoin d'avoir du concret, donc j'ai refait une formation de tailleur de pierre, et j'ai surtout travaillé, c'est mon métier, en monument historique sur Paris pendant plus de 5 ans. Donc armé de ces deux choses, c'est ce qui m'a permis de construire et de diriger les équipes de la construction du château de Guédelon.
J'ai deux questions là-dessus, Florian. L'adhésion au projet, d'ailleurs, dans chaque geste des gens qui interviennent, il y a non seulement le fait de casser des cailloux, comme le disait le président d'Issilor, de tailler des pierres ou de construire une cathédrale. Ils adhèrent tous au projet final. Tout le monde, tout le monde est cette énergie coagulée vers cette finalité, c'est de refaire un ouvrage total dans sa globalité et dans le cadre d'une équipe. Donc cet esprit d'équipe et cette adhésion au projet est une première question. La seconde, c'est sur l'innovation. Parce que dans ce cadre-là, combien de fois tu m'as exposé que vous étiez confronté à la nécessité, alors qu'aujourd'hui, tout le monde pense que l'innovation, c'est aller dans le futur avec des technologies du futur. Là, il a fallu au contraire rétro-pédaler dans le passé pour retrouver l'histoire des techniques de l'époque et des savoir-faire d'antan. Bien sûr. Si on se place dans le contexte du Moyen-Âge, on se rend compte que pour eux, comme pour le bois, on n'avait pas de pétrole, mais l'énergie pour tout, pour faire aussi bien les fours à pain que pour la métallurgie, c'est le bois. Donc il y a des enjeux stratégiques à maîtriser la circulation des matériaux. Les châteaux, leur emplacement se fait entre des positions stratégiques, mais la facilité à utiliser les matériaux de construction de proximité. À Guédelon, sur 15 hectares, le château est construit en utilisant majoritairement, presque à 98%, que les matériaux du site. La pierre, le grès ferrugineux. On a des gisements de glaise qui nous permettent de faire des tuiles, mais des carreaux de pavement. Les bois, évidemment, c'est le chêne qui permet de faire la totalité, alors charpente, mais aussi échafaudage et engin de levage. Les rotations sont faites avec des tombereaux, donc traction par des chevaux, comtois, ardennais, et on a aussi la fabrication, alors des petits métiers du chantier, mais qui sont fondamentaux, puisque on ne porte pas de la pierre ou du mortier dans des seaux en bois, ce serait extrêmement lourd. Donc c'est toute la vannerie. La maîtrise de l'osier, c'est la maîtrise du contenant. Et quand même, cette culture, ça a été les boîtes à pêche des années 1900, ça a été même les premières voitures avaient des malles d'osier. C'est-à-dire que c'est une culture qui est présente depuis le monde romain, qui est présente à l'époque médiévale, et qui est présente aussi à l'aube du XXe siècle. Guédelon, c'est s'interroger et amener le public, c'est peut-être ça qui fait la réussite du projet. 300 000 visiteurs en moyenne depuis maintenant plus de 15 ans. Premier site de la région Bourgogne, puisque ces 300 000, on les fait quasiment en 7 mois, début avril, fin octobre. Et ce qui passionne les visiteurs, c'est l'énergie. Et la passion, bien sûr, c'est des métiers passion. Donc cette passion est partagée par une équipe qui forme un groupe. Et un groupe, quand c'est soudé, ça avance et c'est cohérent. Et surtout, ça amène à se dire, c'est possible, le fameux « yes, we can ». Eh bien oui, un château avec les mêmes épaisseurs de murs, la même dimension, c'est possible. Mais surtout, regardez la richesse. Elle n'est pas à l'autre bout du monde, elle n'est pas forcément dans le lithium, dans les ressources ou dans la fracturation du schiste. La richesse, c'est le bois qui est là. Regardez regardez la céramique, les tuiles, elles sont faites dans des circuits extrêmement courts et c'est surtout donner au patrimoine cette vision de le remettre dans un contexte. Donc, Guédelon, c'est changer le regard des visiteurs par rapport au patrimoine en ayant la chance de déambuler sur un chantier de construction comme s'ils étaient plongés au XIIIe siècle, comme s'ils avaient utilisé la voiture de Retour vers le futur. C'est pour ça qu'on a des tenues qui évoquent le Moyen-Âge. Ce serait un peu dommage d'avoir nos casques modernes, des tenues bleues. Donc on crée une fiction, un rêve, mais avec de la connaissance et avec une interaction entre visiteurs et artisans. Et tu m'as dit que le retour d'expérience vous a amené à revisiter des techniques et à aller à la recherche de technologies qu'on avait perdues, qu'on ne sait plus faire aujourd'hui.
Oui, alors un des exemples, bien sûr, c'est la transformation du bois, des grumes pour la charpente, sans utiliser de sciage mécanique, sans utiliser la scie. Il faut savoir que les archéologues, et malheureusement Notre-Dame, la charpente qui a brûlé, est une charpente qui est entièrement réalisée, la forêt, elle était entièrement réalisée à la main, c'est-à-dire que le charpentier qui équarrit son bois, équarrir c'est rendre carré quelque chose qui est arrondi. Donc à la hache, il fait des entailles, il retire l'écorce et il taille en taille directe, comme une sculpture, en fait des pièces longilignes, mais qui vont garder le sens des fibres du bois. Et de toute l'organisation des cellules et du tissu ligneux. Ça veut dire que à section de bois égale, un bois scié où on a coupé ces lignes pour avoir la régularité du bois et un bois équarri qui va légèrement onduler, on rajoute une puissance et une résistance incomparable. Donc là, c'est une réalité physique et c'est un marché. Il y a beaucoup de jeunes charpentiers qui sont venus à Guédelon et qui ont eu envie, et ça commence, de remettre dans l'offre commerciale du bois équarri. Ça s'était complètement perdu. Ça ne veut pas dire qu'au retour du Moyen-Âge, en Europe, on peut trouver du bois équarri en Allemagne, en République tchèque. Donc c'est une réalité, mais qui était complètement perdue en France. Ben voilà comment le chantier de Guédelon a travaillé à l'ancienne, a redonné des idées, et c'est un levier pour se dire, mais là, il y a peut-être des choses à redévelopper, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, où le public est sensible à cette notion, pas simplement environnementale, mais à cette notion de circuit court. Et ça redonne aussi une énergie de se dire que faire travailler un artisan, c'est utiliser des matériaux qu'on connaît, issus d'un contexte qui va valoriser des filières premières. Les bois de puisée, ils n'ont pas à venir de Roumanie, ils sont là. C'est de la gestion de forêt, c'est des ingénieurs ONF qui gèrent, et ça finit par des menuisiers qui sont là aussi. Et ça nous donne finalement une valeur ajoutée à des charpentes, à des meubles qui tout simplement on va dire, un supplément d'âme. Et c'est pas forcément une économie qui multiplie par 3 ou 4. On peut trouver justement par cette notion d'économie de transport, de circuit court, valorisation de petites structures, des prix qui fait que on peut rester dans la même chose qu'une offre de bois qui a fait une fois le tour du monde. Donc voilà, c'est là où il y a matière à réfléchir, à innover et finalement à être optimiste. Sur l'apport de la comptabilité historique, des livres de comptes de l'époque, quelle a été la valeur ajoutée apportée par cette documentation et également cette chronologie dans les intervenants entre la technique, la maîtrise d'ouvrage, les donneurs d'ordre? Est-ce que tu as appris de ces éléments et est-ce que tu en as retrouvé des traces, soit dans le cadre de Guédelon pour ce projet, soit ici, et puis également dans la gestion des coûts associés? Alors complètement, c'est un tout. C'est un tout. Et Philippe Auguste, il faut bien comprendre qu'à partir du Louvre, il se sert du château du Louvre comme pour étalonner les prix. À partir du Louvre, à Paris, le Louvre dont on peut voir encore les fossiles, il va donner un prix pour une longueur de courtine. Pour une tour, pour 2 tours, le prix d'un donjon, en fait, ça va lui servir finalement de cahier des charges, et à partir du Louvre, il lance une campagne en multipliant les chantiers. Le Louvre est reproduit. Alors, ça sert tout simplement de maîtrise des coûts. Le problème de Philippe Auguste, et là où il est vraiment un roi qui a innové, bon, c'est pas le premier, il a pris le modèle d'un roi d'Angleterre qui s'appelle Henri II Plantagenet, son concurrent. Ce sont des rois qui sont des comptables et qui vont essayer de maîtriser la dépense publique. Tiens, c'est, je crois, une question d'actualité, mais je pense que c'est une question qui a été d'actualité dans toutes les sociétés. La manière que Philippe Auguste a de maîtriser la dépense publique, eh bien, on le voit dans un feuillet comptable, le feuillet de 1202-1203. C'est à peine 2 ans, on a les dépenses royales aux fortifications. Et ces livrets nous donnent
le nom des chantiers en cours. Donc il y a Paris, mais il y a aussi à peu près 80 chantiers simultanés de châteaux forts à Meulan. Et surtout, on a le détail des prix, voire des devis, et le nom des maîtres d'œuvre, des architectes qui vont surveiller le chantier. On sait ainsi qu'à Villeneuve-sur-Yonne, le donjon, qui est toujours existant, le devis est de 1500 livres. On sait qu'une tournelle, ils appellent tournelle, les petites tours d'angle d'un château, ça pourrait être ces tours, 300 livres. Et quand on compare, on se dit, tiens, c'est à peu près un type d'ouvrage, le même prix. On a une standardisation. On a aussi... Ce qui donnerait quoi, Florian, en valorisation aujourd'hui, 300 livres? Alors, moi, j'aimerais bien avoir une petite tournelle dans le cadre du Ça peut s'étudier. Alors, comment faire le lien, c'est pas du tout évident, hein, parce que la valeur de la livre au début 13e, tous les historiens sont pas d'accord. On peut se dire que, de manière un peu certaine, le salaire moyen d'un artisan qualifié sur une année, c'est à peu près 10 livres. Voilà, ça donne un peu une idée. Donc 300 livres, c'est 30 ans d'un salaire moyen pour une moyenne tour d'angle. Voilà une petite idée. Alors si on s'amusait à convertir effectivement le salaire moyen style SMIC à l'année par 30, on aurait peut-être une conversion possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les fortifications de Paris vont utiliser le même étalonnage et on voit que les comptables vont donner un prix au mètre, alors c'est pas au mètre linéaire, mais à la toise. La toise, c'est 6 pieds, un pied c'est 32 cm 48, le pied royal en Île-de-France. Donc on va dire que tous les 2 mètres, il y a un prix pour faire les 2,5 km de la rive droite des fortifications de Paris, avec 8 portes-tours qui seront après transformées, la porte Saint-Marcel, tout ça c'est des portes de Philippe Auguste. Eh bien qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'une toise, à peu près 2 mètres linéaires, ça doit coûter 5 livres. Et donc, il demande, grâce à cet étalonnage, il demande aux entrepreneurs de rester dans les prix. Et on voit des mentions dans la marge des livres comptables en disant, s'il dépasse, il va falloir justifier. S'il demande un reliquat, c'est qu'il y a eu un problème. Il demande finalement au maître d'œuvre de se débrouiller. Et la variable, ça peut être l'approvisionnement, la qualité de finition de la pierre. Si on a, dans une région comme la tour grise de Verneuil-sur-Avre, elle est dans le programme, c'est une tour philippienne. La belle pierre, ça va coûter très cher. Là, on a une pierre locale qui est pas très belle. Eh bien, on va avoir une finition plutôt rustique pour rester dans le prix. À Villeneuve, donc le prix, on a vu, c'est 1500 livres. Ça ne doit pas dépasser ça pour une tour donjon sur 3 niveaux avec les voûtes. À Villeneuve, même forme, même prix. La tour est plus belle. On est sur les bords de Lyon avec des carrières à proximité, donc on peut avoir pour le même prix tout simplement une tour bien finie. Voilà, pour résumer, et c'est ça qui est passionnant et qu'on reproduit à Guédelon, c'est un modèle standard, valable partout en Île-de-France et puis plus tard dans toute la France du Nord, une maîtrise des coupes qui doivent être les mêmes, avec du coup les mêmes épaisseurs de murs, donc ça oblige à standardiser la forme, mais une adaptation aux matériaux, aux équipes, et ça c'est dans les mains des entrepreneurs, des maîtres d'œuvre. C'est une histoire passionnante et c'est ce qu'on reproduit en direct à Guédelon. J'imagine que dans cette standardisation, le retour d'expérience est essentiel et est permis par cette vision globale du projet qu'ils avaient déjà à l'époque. Mais ce qui m'intéresse également, c'est est-ce que dans cette historique de la comptabilité, tu as pu retrouver des savoir-faire par la nature des achats qui étaient faits, que vous n'arriviez pas à reconstruire. Moi, novice, je pense aux écureuils, aux moyens de soulever des blocs de pierre de 300 kg à 30 mètres de hauteur. Est-ce que vous avez retrouvé par la comptabilité des techniques, par exemple pour construire un pont, tu me disais qu'ils n'utilisaient pas le fer, il n'y avait pas de clous, ça apparaît en comptabilité. Quels étaient les matériaux qui constituaient la valeur ajoutée de l'édification? Alors, c'est un petit peu comme dans les entreprises d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une cage d'écureuil, des charpentiers spécialisés dans la construction d'un moulin, c'est pas des secrets, mais c'est un savoir-faire technique qui est jalousement
conservé et qui n'a pas fait l'objet de traités pendant toute la période médiévale. Et vraiment, les premiers traités de construction, on les aura avec les fortifications vénitiennes en Méditerranée. Et donc, c'est là où il faut passer par l'archéologie. Donc, plutôt que de chercher dans des textes qu'on n'a pas, on va plutôt voir des vestiges de cages d'écureuils qui ont été datés comme de l'époque. Il ne s'agit pas de prendre et de faire une erreur en prenant quelque chose de 19e siècle comme médiéval. Et c'est là où le partenariat avec les scientifiques est très important à Guédelon. On a un comité, alors c'est pas un comité fermé, mais on va dire on a un prof de fac, un archéologue devant chaque thématique. C'est Anne Beau pour le chantier, Nicolas Fauchère pour les formes. Bref, on a voilà, beaucoup de personnes qui nous donnent les endroits où chercher et qui valident un peu nos choix. Mais c'est là où c'est passionnant parce que il faut, de manière empirique, reproduire l'objet, reproduire avec les outils qu'on a identifiés de l'époque et voir quelle est la solution la plus pragmatique. Donc on a besoin, et c'est là où commence l'archéologie expérimentale, on essaye de se tromper mieux et de voir comment, on trouve des solutions qui sont plus rapides. Et effectivement, ce jeu sur la finition d'une pierre, on a pu le démontrer compte considérablement dans les coûts de construction. La pierre bien lisse, bien finie, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc on va avoir quelques belles pierres bien lisses qui font les encadrements extérieurs et intérieurs de fenêtres, c'est du prestige. Ce qui est le prestige, c'est là où on a du temps et de la dépense en plus qu'on aurait pu éviter avec du plus moche. Et ben, si on fait cette dépense, c'est que c'est pour de l'ostentation. Par contre, si on devait faire tout le château comme ça, faudrait être le roi, avoir une puissance publique et mettre les mains dans les caisses des revenus d'impôts de région. Donc ça, c'est pas possible. Justement, des murs entiers lisses, c'est des cathédrales, c'est une commande publique. On voit que ici, par exemple, au Mai, mais dans d'autres châteaux, dans Sainte-de-Ville, on va avoir du moellon, donc une pierre qui ne coûte rien, qu'on ramasse dans les champs pour construire les murs. Voilà, c'est toute la différence. Et parfois, entre les deux, on a de la pierre répétitive, beaucoup moins finie, plus rugueuse. Eh bien, entre la pierre rugueuse, qu'on va appeler le rang de réalignement, par exemple, et la pierre bien lisse, eh bien, il y a un rapport de 1 à 4. Il faut 4 fois plus de temps pour faire une belle pierre. Donc vous imaginez les coûts. Donc ça veut dire beaucoup de moellons, de pierres qui coûtent rien, beaucoup de pierres taillées, mais c'est un peu le menu enfant. C'est le bas de gamme, c'est l'entrée de gamme. Donc de pierres rugueuses faites à la broche. Et une petite quantité de pierres magnifiques, lisses, pour des cheminées, des fenêtres, des coups-sièges. Sinon, ça serait un peu rugueux pour s'asseoir. Et là, ça donne du prestige. Par contre, ça coûte très cher. Et on peut arriver à démontrer la valeur, le temps passé de chacun de ces choix. C'est là où il y a de l'archéologie expérimentale. Florian, je me rappelle, tu nous avais déjà accueillis dans le cadre du groupe des opérateurs de l'État il y a 1 an et demi. Ici même. Crois. Et je me rappelle que les gens avaient été saisis par la dynamique humaine du projet, l'intérêt des jeunes, à la fois pour l'acquisition d'un savoir-faire, mais également à l'appartenance, l'intérêt culturel du sujet et le fait de laisser quelque chose qui est sans doute aussi, je rejoins la question initiale que je t'avais posée, qu'est-ce qui te motive dans prendre à ta charge tout ce passif, dirait un de nos anciens présidents, tout ce passé à un autre président, et pour le faire perdurer dans le temps. Participer à une œuvre collective, c'est quelque chose, alors il faut en avoir conscience, mais c'est quelque chose qui est une finalité, qui est un dépassement, qui donne du sens en fait. On est dans des projets qui vont nous offrir la capacité d'englober déjà l'histoire,
la culture, de changer le regard, de l'affiner sur ce qui nous entoure, les monuments, mais aussi les moulins, les églises, pour y voir la main de l'homme. Donc c'est quelque chose qui est fascinant, et on se rend compte que pour réaliser un château, ça ne se fait pas tout seul, tout le monde compte. On est dans quelque chose où c'est la grande chaîne qui soude une équipe. S'il n'y a pas, par exemple à Guédelon, Laetitia, c'est la charretière, elle est vraiment fine comme ça, et elle mène des chevaux d'une tonne, mais avec une précision extrême. Elle les éduque, car c'est un des postes principaux de dangerosité sur le chantier. Cheval d'une tonne qui tire une tonne, avec des allées où il y a du public. S'il n'y a pas Laetitia, on est coincé. La pierre qui a été extraite à la carrière, elle n'ira pas à l'atelier de taille de pierre, elle n'ira pas chez les maçons. Bien sûr, on peut le prendre à la main, mais ça va être un travail, une fatigue supplémentaire. On a besoin de tout le monde, c'est ça qui soude. Et le chantier, et le chantier du patrimoine, c'est par excellence la redécouverte sociale qu'on a besoin des uns et des autres. D'une part, alors à Guédelon, ça va encore plus loin dans la mesure où on reproduit un édifice plus ancien pour comprendre notre patrimoine, mais en plus, la vocation, et c'est ce qui passionne aussi les visiteurs, c'est qu'on est un lieu de transmission, de formation. Voilà, on n'est pas derrière, on va dire, des vitrines. On accueille près de 700, alors avant le Covid, mais j'espère, ça reviendra après Covid, quand tout sera tassé. On accueille à peu près 700 personnes, à l'année, donc à la semaine, c'est 10 à 15 personnes qui viennent. Alors ça peut être des jeunes en formation, ça peut être des personnes qui sont intéressées par une technique. Guédelon, c'est à la fois un laboratoire scientifique et une école d'artisanat au grand air, et on dirait à pied d'œuvre. C'est au pied du mur qu'on va le maçon, mais là c'est pareil. On peut avoir des personnes qui connaissent pas la maçonnerie, qui ont toujours souhaité essayer de régler une pierre. À Guédelon, c'est possible. Encore une fois, c'est ouvrir la porte des possibles, et c'est intégrer des gens passionnés dans notre équipe de passionnés. Donc effectivement, ça ne peut que apporter, je dirais, la pêche. Florian, c'est un merveilleux projet, et j'espère que tu le déclineras ici et que je serai un de tes premiers élèves dans la taille de pierre, la forge et la charpente. C'est vraiment passionnant. Alors ce sera un autre projet que Guédelon, parce que dans un château historique, c'est peut-être ce qui nous différencie de Guédelon. Guédelon, finalement, il est d'une pureté du milieu du XIIIe siècle incroyable. On passe notre temps à essayer de ne pas faire une erreur de style, à bien tenir compte de l'évolution. C'est un château du règne de Saint-Louis. Dans un château historique, chaque époque a mis sa couche, chaque époque a modifié un mur, et ce qui est à la fois difficile et passionnant, mais c'est aussi un autre travail, c'est de restaurer sans gommer, et en essayant de respecter les différentes époques. Donc ça suppose une étude approfondie, et ça suppose aussi, pour les tailleurs de pierre, justement, de mettre la bonne pierre, la bonne trace d'outil qui correspond à l'époque. Donc ici, au mai, dans quelques années, mais quelques mois, c'est une des manières que j'ai imaginé, avec des stages et aussi des entreprises, de restaurer ce château. C'est un merveilleux moyen de passer une retraite heureuse, Florian, et utile surtout dans le sens patrimonial. Moi, je vois, j'ai vu les reportages sur tes équipes à Guédelon. Je trouve qu'on a des jeunes qui sont bien dans leur peau, qui sont opérationnels parce qu'ils se sentent utiles. Je pense que sur la dimension humaine de la valorisation, de densification de la personnalité et de la sûreté qu'ils acquièrent en eux-mêmes en produisant des choses concrètes, c'est vraiment un projet parti de rien, totalement inutile, mais tellement important dans la préservation du patrimoine et du savoir-faire. Ça ne peut que rendre heureux. Quelle est l'ambiance à Guédelon sur la dimension humaine et sur cet aspect social ? C'est une dimension de
de famille, bien sûr, de famille au sens, d'ailleurs, le mot c'est les Guédeloniens. C'est un peu toute cette équipe, salariée bien sûr, hein, il y a, depuis le début, Guédelon fonctionne avec des salariés, c'est une entreprise, et finalement nous on gagne notre pain non pas à la réception du château, c'est peut-être la différence aussi avec le bâtiment, on gagne notre pain en distillant les informations, en racontant finalement la construction avec les voix de chacun, avec sa personnalité, avec ses métiers différents, et on sait que c'est les visiteurs qui, par leur entrée payante, font tomber nos salaires. Donc c'est aussi quelque chose, voilà, on est dans la même galère, on est dans le même truc. C'était pas évident par exemple en 2020 parce qu'il a fallu se réorganiser, parce qu'il y avait plus de visites guidées, donc on a imaginé d'autres choses, distanciation oblige, mais on continue à fonctionner, et l'équipe elle est soudée par ça. Ce qui compte, c'est que Guédelon soit à la fois un travail, une passion, peut-être une philosophie liée à la construction. On l'a vu lors de l'incendie de Notre-Dame, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'auditeurs sur France Inter appelaient en disant « Allez voir Guédelon ». Mais Guédelon, ils sauront peut-être comment reconstruire à l'identique. Voilà. C'était pas nous, c'était pas de la pub. Ça veut dire que il y a plus de 5 millions de personnes qui sont venues à Guédelon depuis 22 ans maintenant. Ça veut dire que beaucoup de gens ont compris qu'à travers Guédelon, c'était renouer avec des techniques anciennes, avoir un patrimoine qui valorise l'artisanat, et pourquoi pas un jour adapter ce qu'on a appris, tout ou partie, à la restauration du patrimoine. Alors voilà, on trouvera des moyens. Moi, à travers le Château du May, c'est peut-être une piste. Il y aura peut-être d'autres pistes. Un jour, pourquoi pas, Guédelon pourrait mécéner certaines restaurations pour pas être concurrentiel avec les entreprises monuments historiques. Eh bien, peut-être qu'on pourra reproduire gratuitement, mais en taillant sur le chantier, un ouvrage d'un monument historique autre que Guédelon. On a des pistes comme ça pour que ce qu'on a appris là, eh bien, continue à être utile et à former et puis on prend un petit peu d'années. Donc c'est aussi quelque chose, un flambeau qu'il faut transmettre aux générations qui viennent. Donc moi c'est aussi ma priorité, c'est que voilà, dans 20 ans, dans 50 ans, Guédelon est une suite, et on construit aujourd'hui ce que comment la société verra Guédelon dans 50 ans. C'est aussi un travail qui n'est pas évident, mais sous cet angle-là, voilà, je pense que le château commence sa vie de château et aura une pérennité dans le temps. Florian, il y a tout lieu d'être fier de cette ambition, et moi je retiens surtout les leçons humaines, et ça donnera le ton effectivement aux formations que tu pourras nous faire profiter ici sur le May. Je compte bien en profiter, et cette aventure humaine est vraiment passionnante. Bon, Florian, un énorme merci. Ah ben merci. Non seulement d'être mon voisin et de partager d'excellents moments de convivialité ensemble qui vont bien au-delà, vous l'imaginez, de la taille de pierre. Et puis un grand merci à Int, à Xavier d'avoir eu l'idée et d'avoir accepté qu'on puisse ouvrir comme ça sur des thématiques un peu, et on le voit, in fine, pas très éloignées de la comptabilité, de ce qui nous anime, de notre souci d'intéresser nos équipes au travail au quotidien, même si c'est derrière un bureau. Eh bien, l'important, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait, et surtout avec qui on le fait. Alors, merci à nos équipes techniques aussi, à Cédric, à Studio Mir, qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce reportage. Et puis, puisqu'il n'y a eu aucune fausse note, Florian, je propose que tu puisses conclure pour commencer encore une fois une excellente année 2021 à l'ensemble des membres de la PDC.
Nous, Très bonne année à vous. Et puis, un tiens, guitare de piano. mais bien sûr, comme on commence une année, c'est la fête en janvier. Donc, C'est un artiste complet. allez, c'est histoire d'avoir un petit peu d'ambiance. Et puis, on y croit.